Bon, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Mon Psy part en live. Je suis Julien Borloo, psychologue à Lausanne. Et puis, si vous regardez cet épisode en vidéo, vous devez remarquer que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Anne-Sophie Pasquet, qui est naturopathe et formatrice en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, des psychologues, des naturopathes ou d'autres professionnels de la santé qui écoutent ce podcast. C'est aussi quelque chose qui, pour vos compétences pro, pourrait vous intéresser. Aujourd'hui, on va parler avec Anne-Sophie de son expertise au niveau digestif. Et on va se focaliser aussi pas mal sur le syndrome de l'intestin irritable, mais on risque de digresser sur beaucoup de choses. Anne-Sophie, merci déjà d'avoir accepté l'invitation et puis Avec bienvenue sur plaisir. le podcast. Merci à toi. Avec plaisir. Euh, J'aime bien commencer en demandant si tu pouvais te présenter en disant quelque chose que peu de personnes connaissent sur toi. Bien sûr. Alors bon, déjà pour les grandes lignes, tu as déjà à peu près tout dit, que j'étais naturopathe, formatrice en ligne et spécialisée sur, la prise en charge des troubles digestifs. Et pour la petite anecdote que peu de gens savent sur moi, c'est que, j'ai tourné dans une pub, pour Kinder quand j'avais à peu près 12 ans. Donc voilà, si certains veulent, aller chercher dans les archives des pubs pour Kinder, ils pourront voir ma tête. Je ne sais pas s'ils vont me reconnaître parce que c'était quand même il y a quelques années. Mais voilà, il y a pas tant de gens qui le savent. Il y a encore certains de mes amis à qui je le dis, ils sont là: «Mais non, c'est pas vrai!» Donc voilà. Donc c'était une pub à la télévision, Ouais, tout à fait, qui a été diffusée à la télévision. magnifique. Et donc on peut pas te trouver sur des paquets de Kinder. Non, ce sera pas sur des paquets de Kinder. C'était vraiment une pub où on me voyait effectivement, dans la pub. Il y avait pas que moi, c'était pas une pub où, il y avait tu sais, des fois, il y a certaines pubs où tu suis juste un enfant. Là, c'était plus un contexte, un peu de boom, une boom, où il y avait plein d'enfants et voilà, je faisais partie de ces enfants, mais on me voyait vraiment à l'écran, donc pas sur les paquets de Kinder, mais à la télé. Magnifique. Et est-ce que tu as eu la chance de rencontrer le monsieur Kinder? Et non, malheureusement, il était pas là le jour du tournage de la pub, non. On avait beaucoup de Kinder à manger, mais on n'avait pas Monsieur Kinder. Parce que c'est marrant que tu parles de ça, parce que c'était hier, je crois. Alors, j'ai pas vraiment lu l'article parce que c'était pas d'une haute importance, mais j'ai vu que, enfin, il y a une photo du gamin Kinder qui, évidemment, a grandi. Et Mmh mh. apparemment, il y a des gens qui essayent de se faire passer pour lui. Il se fait usurper son identité. Je devrais peut-être essayer, tiens, on sait jamais. Tu sais, tu vas faire le buzz, mais tu sais, tu pensais pas pour ça. C'est ça, exactement. Ok, bah écoute, du coup, je suis content d'acquérir une célébrité Tu as vu? sur le Attention, hein. podcast. Et c'est marrant que tu sois devenu naturopathe, spécialiste en nutrition, après avoir fait des pubs pour les Kinder Surprise, quoi. C'est ça, les Kinder m'ont dégoûtée et du coup, je me suis dit: «Non, non, il faut il faut manger autre chose» et donc je suis devenue naturopathe. Qu'est-ce qui t'a amené peut-être à ce monde-là? Parce que j'ai été fouiné sur ton LinkedIn et Ouais. j'ai vu qu'à la base, tu avais commencé par le monde du marketing. Ouais, tout à fait. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce parce que je savais pas trop ce que je voulais faire et effectivement, c'est un peu, on m'avait dit: «Bah, ça va t'ouvrir plein de portes. Après, tu verras, la porte que tu as envie de prendre». Effectivement, j'ai travaillé dans le marketing et puis, un peu comme, bonne, génération, Y, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là? Ça n'a pas trop de sens, je sais pas trop ce que je fais là. C'est sympa, mais bon, ça manque un peu de profondeur». Et à l'époque, j'avais déjà moi-même des petits soucis de santé, alors rien de grave, mais voilà, toujours un peu des petits soucis au niveau digestif, pour lesquels je trouvais pas de réponse. Donc j'ai fait mes propres recherches, avec notre ami Google et je suis tombée sur déjà le syndrome de l'intestin irritable. Donc la première fois que j'ai lu ça, je me suis dit: «Tiens, là, il y a un truc à creuser» et ensuite je suis tombée sur le concept de la naturopathie et là, je me suis dit: «Mais c'est génial, il faut absolument que je me forme à ça, ça a l'air vraiment, trop intéressant» et donc voilà, j'y suis arrivée vraiment à la base, pour moi et puis, bah, une fois que j'ai un petit peu eu toutes ces connaissances, je me suis dit: «Je peux pas garder ça pour moi parce que c'est trop précieux». Il y a trop de choses dont on n'est pas forcément au courant parce qu'on n'en parle pas forcément, à la télé ou quoi et donc voilà, donc j'ai eu envie ensuite de transmettre un petit peu tout ça mais voilà, j'y suis venue comme ça, comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, mais ouais, j'ai découvert ce monde-là.
Oui, et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais tu as un podcast, c'est comme ça que je t'ai découverte, qui s'appelle Bien dans mon ventre, c'est C'est ça. juste? Ouais, tout à fait. Donc, je le recommande, hein. Moi, je l'ai écouté énormément là, ces derniers temps. Donc, il y a des épisodes très pointus, des choses très techniques, d'autres qui sont beaucoup plus larges, plus accessibles aux tout venants. Donc, voilà, si c'est un monde qui intéresse les auditeurs, auditrices, vous pouvez aussi aller compléter vos connaissances avec ce podcast. Et qui a Tout aussi à fait. beaucoup Merci. d'épisodes, on en parlait avant, donc il y a de quoi faire. Tout à fait. Vu qu'on parle du syndrome de l'intestin irritable, est-ce que tu pourrais nous en parler et me dire un petit peu qu'est-ce qu'on entend par ça? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle souvent en consulte, mais que c'est souvent, j'ai l'impression que c'est quand on ne sait pas, on dit, ah, vous avez le Mmh. syndrome de l'intestin irritable. Et puis que c'est un peu le diagnostic poubelle. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là et comment on le reconnaît? Bah, c'est un peu ça, hein, effectivement, le syndrome de l'intestin irritable, c'est effectivement, un trouble fonctionnel. Donc c'est-à-dire que c'est un problème de fonctionnement du système digestif. Donc c'est pas une maladie, dans le sens où, il y a pas de lésion visible, comme ça peut être le cas, à l'inverse dans une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, par exemple, où quand on fait faire un examen à la personne, on voit qu'effectivement il y a des lésions au niveau intestinal, ou ailleurs, souvent c'est intestinal. Or, le syndrome de l'intestin irritable, lui, se diagnostique, par exclusion. En fait, si effectivement les médecins ne trouvent pas de pathologie comme, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et cetera, et que la personne n'a pas de lésion visible, n'a pas une maladie qu'on arrive à reconnaître, on dit: «Bah, c'est un syndrome de l'intestin irritable», donc c'est un trouble fonctionnel, donc c'est-à-dire que, il y a pas de lésion, mais simplement le système digestif ne fonctionne pas correctement et donc ça engendre un certain nombre de symptômes comme, des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs, des problèmes de digestion, une mauvaise digestion, et cetera et cetera. Donc effectivement, c'est un peu ça. C'est vraiment un diagnostic un peu, d'exclusion quand on a éliminé tout le reste. Et puis, quelles sont les causes? Qu'est-ce qui peut amener à un syndrome de l'intestin irritable? Mais il y a pas mal de choses qui peuvent, y amener. Je dirais qu'il y a un peu, 2 volets. Il y a à la fois le volet physique et le volet émotionnel. Donc le volet physique, ça peut être quoi? Ça peut être soit tout simplement suite à une gastroentérite, par exemple, ou une infection intestinale ou, une intoxication alimentaire ou voilà. Il se peut que, suite à ça, le système digestif arrive pas forcément à se remettre un petit peu, à la normale et donc il persiste un peu un dysfonctionnement. Donc ça peut être aussi, lié à une alimentation qui est trop déséquilibrée et qui va perturber, petit à petit, tout le système digestif et donc ça va se ressentir, par des symptômes. Il peut y avoir, voilà, plein d'autres causes, physiques, mais c'est un peu les causes majoritaires et aussi une cause émotionnelle en fait, où, un choc émotionnel par exemple, peut engendrer effectivement un syndrome de l'intestin irritable, ce qui peut paraître un peu bizarre parce qu'on peut se dire: «Mais quel est le rapport?» Moi, je me souviens que quand j'étais allée consulter un gastro-entérologue à l'époque, bah, parce que j'avais tout le temps mal au ventre et j'ai essayé de comprendre pourquoi. J'étais pas du tout formée à tout ça et je me souviens le gastro-entérologue m'a demandé de lui parler de mon enfance, et cetera et au début, j'étais un peu interloquée, mais je me suis dit: «Mais je me suis trompée, est-ce que j'ai bien pris rendez-vous avec un gastro-entérologue?» parce que je m'attendais pas à ce qu'on me pose toutes ces questions et c'est lui qui m'a expliqué ça, en fait, cette notion que j'avais pas du tout, qu'effectivement un choc émotionnel, par exemple, vécu dans l'enfance ou pas, hein, ça peut être aussi, plus tard, eh bien, ça peut effectivement déséquilibrer aussi le système digestif et engendrer un syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a pas mal de causes, hein. Il y a aussi, bien sûr, là, je parle de choc émotionnel, mais il peut y avoir aussi une grosse période de stress, ce qui peut, de même, perturber tout le système digestif et donc engendrer ce syndrome de l'intestin irritable. Donc il y a vraiment un peu à la fois l'aspect, physique et à la fois l'aspect vraiment, plus, émotionnel, mental, stress et cetera. Et quel test finalement est-ce qu'on peut faire pour objectiver ça? Parce que c'est tout le problème de ces problématiques un peu à la frontière, enfin dans le psychosomatique en fait, où on ne sait jamais trop où il faut taper. Et finalement, moi en tant que psy, ben, c'est pour ça que je me suis formé à la nutrition dernièrement. C'est qu'il y a plein de choses qu'on met sur le compte du mental, mais qui sont très physiologiques finalement. Mmh. Ou inversement, ben, des fois on met des causes physiologiques alors que c'est plus le psy qui prend le dessus. Mmh. Toi, comment tu avais objectivé ça à l'époque?
Bah, effectivement, moi, ce que je conseille en général aux personnes qui ont des troubles digestifs et qui comprennent pas pourquoi, je leur conseille toujours d'aller d'abord voir un gastro-entérologue pour justement voir, s'il y a pas une autre, maladie, s'il y a pas quelque chose de «plus grave» entre guillemets qu'un syndrome de l'intestin irritable. Donc après, c'est le gastro-entérologue qui va voir est-ce que ça vaut le coup de faire une coloscopie, une fibroscopie, voilà, n'importe quel examen qui va permettre d'aller voir concrètement ce qui se passe à l'intérieur et de voir s'il y a des lésions ou pas et s'il y a d'autres problématiques. Mais après, moi, en l'occurrence, tu vois, le gastro-entérologue directement, après m'avoir beaucoup questionné, hein, il m'a questionné non seulement sur, un peu mon enfance et cetera, mais aussi beaucoup sur mes symptômes. Il m'a dit: «Bon, bah, a priori», enfin, il m'a examiné, il m'a dit: «A priori, c'est un syndrome de l'intestin irritable, voilà, il y a pas d'autres signes qui peuvent faire penser à, au fait que ça puisse être, des choses, plus graves». Donc c'est plus, voilà, moi, je conseille souvent d'aller consulter pour que le médecin puisse, bah, faire son diagnostic, hein. C'est vraiment un diagnostic, et il y a des signes aussi qui doivent un peu nous alerter. Si, par exemple, une personne a des troubles digestifs, mais qu'elle a aussi, du sang dans les selles, par exemple, ou des selles qui deviennent très foncées, ce qui peut être le signe aussi d'une présence de sang, mais qui sera, digérée, ou des douleurs vraiment importantes, ou n'importe quelle modification qui arrive vraiment soudainement, bien sûr que là, il faut aller consulter et pas juste se dire: «Ah non, mais c'est un syndrome de l'intestin irritable», voilà. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu encore une fois, comme c'est un diagnostic d'exclusion, il faut déjà aller voir s'il n'y a pas d'autres choses et enfin, on peut se dire: «Bon, bah, OK, c'est un syndrome de l'intestin irritable», voilà, globalement. Bon, généralement, alors moi j'avais une rectocolite ulcéreuse. C'est vrai qu'on s'en rend compte, disons, C'est assez ça, vite. On n'a pas trop le choix d'aller consulter ou non, disons. c'est À ça. moins qu'on soit vraiment un masochiste. Mais enfin, je vois pas trop comment ça serait possible. Non, Mais parce qu'en général, effectivement, les symptômes sont bien, bien plus intenses qu'un même si un syndrome de l'intestin irritable, faut pas le minimiser. Ça peut être vraiment des symptômes qui sont handicapants au quotidien, mais qui effectivement n'altèrent pas directement la santé. C'est-à-dire que généralement, il y a pas de perte de sang, il y a pas de douleur vraiment horrible. Enfin voilà, s'il y a des signes comme ça, comme dans certaines maladies, effectivement, bien sûr que là, il faut aller consulter rapidement, hein. On joue pas avec ça quand même. et donc dès le moment où on pose un nom dessus, qu'est-ce qu'on peut y faire? Puis c'est intéressant parce que toi, tu as autant le côté, patiente que professionnel. Alors, tu peux me parler autant de ton parcours perso que de comment tu accompagnes les gens maintenant, qui viennent avec ce genre de problématique? Bah, il y a pas mal de choses à faire et surtout, il faut essayer de comprendre un petit peu, hem, à la fois quelle est la cause première, parce que c'est aussi sur ça qu'on va aller, travailler. Si par exemple, on se rend compte qu'effectivement le syndrome de l'intestin irritable, il s'est révélé suite à un choc émotionnel, forcément, il va falloir aller travailler dessus, puisque ça veut dire qu'il y a eu une grosse perturbation au niveau émotionnel qui s'est répercutée sur le physique. Donc si on vient pas soutenir un petit peu le système nerveux, tout le côté émotionnel, on aura toujours ce déséquilibre. Donc déjà, il faut essayer de comprendre. Si par contre ça a été plutôt dû à, un épisode un peu de malbouffe par exemple ou à une infection intestinale ou voilà, on a chopé un virus, un truc, là on va pas travailler de la même façon. L'idée, c'est bien sûr de comprendre effectivement, la cause, qu'est-ce qui a pu causer ça et donc de travailler dessus et après il va falloir revoir un peu différents volets. C'est-à-dire qu'il va y avoir à la fois un travail sur l'hygiène de vie, donc revoir bien sûr, l'alimentation de la personne, qu'est-ce qu'elle met dans son assiette puisque ça c'est bien sûr, primordial, mais il y a pas que ça, puisque parfois il y a ce qu'on met dans notre assiette, mais il va y avoir un peu tous les à côté. Donc il va y avoir ce qu'on mange, mais surtout comment on le mange. Et moi, j'en parle beaucoup dans le podcast. Il y a aussi l'aspect notamment de la mastication, donc du fait de prendre le temps de manger dans le calme, de prendre son temps, de bien mâcher chaque bouchée et de pas gober ses aliments vite fait en travaillant d'une main sur l'ordinateur et avec le téléphone dans l'autre main, par exemple. Ça, c'est hyper important. Je sais que moi, c'est le genre de conseil au début quand je l'entendais, j'étais là: «Bon ça va, oui, on sait qu'il faut mastiquer, on m'a répété ça, toute mon enfance, prends le temps de mâcher tes aliments, bon, c'est bon». Mais en fait, c'est vraiment hyper important et c'est dommage d'ailleurs de se faire une belle assiette si c'est pour la gober en quelques secondes et du coup, ben, on en fait, si on ne mâche pas assez ces aliments, une fois qu'ils arrivent dans l'estomac, il a énormément de travail à faire que normalement la bouche aurait dû faire, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la digestion, la première étape, c'est pas l'estomac, c'est la bouche, hein, ça commence vraiment, directement dans la bouche. Donc il y a aussi, bah, revoir, ce genre de choses. Est-ce que la personne, elle prend le temps de manger dans le calme et cetera? Des fois, c'est des choses vraiment anodines, mais qui peuvent, tout changer et puis bien sûr, on va aller travailler aussi en fonction des besoins et
ouais, des besoins et des contraintes de la personne. On va aller travailler aussi sur le niveau de stress d'une manière générale, hein. Il n'y a pas que au moment des repas, hein, il y a aussi bien sûr d'une manière générale, mais aussi tout ce qui est hygiène de vie, donc aussi l'activité physique qui est aussi hyper importante dans la santé en général, la santé digestive, la santé mentale aussi. Donc on va voir déjà tout ça. Et puis aussi, moi, ce que je dis souvent quand même, c'est que des fois, je donne un peu cette phrase un peu choc, où je dis que le syndrome de l'intestin irritable n'existe pas. En fait, c'est un peu vrai et pas vrai à la fois, parce que ça existe quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que souvent, ça cache autre chose, en fait. Souvent, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, on met un peu tout derrière le syndrome de l'intestin irritable. Quand on ne sait pas trop quoi en faire, on dit c'est un syndrome de l'intestin irritable. Sauf que finalement, ça veut un peu tout et rien dire. Derrière, il peut y avoir effectivement une perturbation du microbiote, c'est quand même souvent le cas. Donc, toutes les petites bactéries qu'on a, notamment dans notre intestin, c'est celui-ci qui va nous intéresser le plus ici. Il peut y avoir aussi une candidose, donc plutôt une prolifération fongique intestinale. Il peut y avoir un SIBO. Donc, le SIBO, c'est un acronyme pour Small Intestinal Bacterial Overgrowth. En français, pullulation bactérienne de l'intestin grêle. Donc, l'intestin grêle, normalement, il y a assez peu de bactéries dans l'intestin grêle. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. Et dans certains cas, il y a une prolifération de bactéries dans l'intestin grêle, alors qu'elles ne devraient pas forcément être là. Et donc, ça engendre notamment d'énormes ballonnements, voilà, une grosse perturbation de la digestion. Donc, il faut aussi aller creuser un petit peu et voir si effectivement on est en présence d'une candidose, d'un SIBO, d'autres choses. Il peut y avoir aussi un manque d'acidité de l'estomac qui fait que la digestion ne se déroule pas bien, parce que l'estomac doit être suffisamment acide pour pouvoir bien digérer. Donc, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses à aller un petit peu vérifier pour voir en gros quelle est la problématique de la personne, parce que je dirais qu'il y a autant de syndromes de l'intestin irritable qu'il y a de personnes concernées par les syndromes de l'intestin irritable. Donc, il faut vraiment aller creuser. Est-ce qu'on sent que la personne elle a plus besoin de travailler sur son état de stress? Est-ce que ça va être plus au niveau de l'alimentation, parce qu'il y a plein de choses à revoir? Est-ce que ça va être... Voilà, il y a plein, plein de choses à explorer. Moi, je vois ça souvent un peu comme une enquête, quoi. C'est vraiment un peu, on part d'un point et on va mener l'enquête pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Oui, puis une enquête, du coup, c'est un parcours qui peut parfois être long, j'imagine, parce que ça Ouais. demande pas mal de, enfin, ça demande vraiment des efforts de changement de style de vie. Puis on sait à quel point ça peut être compliqué pour certaines personnes de gérer, enfin, de changer ces choses-là. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu un truc où il faut aller à tâtons et où ça peut prendre un moment avant de tester des choses, voir comment la personne répond, puis arriver à Absolument, isoler aussi les variables, parce que des fois on fait plein de choses en même temps et c'est absolument. compliqué de savoir réellement qu'est-ce qui a eu un impact. Tout à fait, ouais. Je trouve super important ce que tu as dit par rapport à la mastication, parce que moi je saoule mes clients avec ça. Et puis en fait, j'ai tout le temps la même réaction, c'est comme tu dis, ah oui, bon, je sais, ouais. Mais en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut faire vraiment une différence. Ouais. Durant ma formation de nutrition, on a dû faire des cas pratiques. Il y a un cas, enfin, on a vu plein de choses, mais le truc qui a eu le plus d'impact, c'était ça. C'était juste, il faisait attention à mâcher jusqu'à avoir une bouillie dans la bouche. Donc, Mmh. c'est, je sais pas, 20, 25, 30 mastications par bouchée. Mmh. Oui, c'est embêtant. Oui, ça C'est fatigue. long. Ça fait Mais travailler les mâchoires, mais Mais c'est ça, c'est qu'après, il y a une cascade. C'est-à-dire que si forcément je mâche beaucoup mes bouchées, ben, je vais manger plus lentement, je vais moins stresser, je vais mieux digérer, j'absorbe mieux. Et en fait, ça, bon, je pense que ce sera ma bataille toute ma carrière, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte que oui, tous les trucs basiques dont on parle, en fait, il faut le faire. Et c'est ça qui est vraiment efficace. Alors que les gens, j'ai l'impression, vont toujours essayer de trouver le truc hyper absolument. compliqué ou spécifique, la formule magique. Alors que non, en fait, pour la plupart de nos problématiques, la réponse, c'est fais du sport, mange sainement, dors bien. Et puis, en fait, la plupart des problèmes disparaissent. Exactement, sauf que c'est beaucoup plus difficile à mettre en place tout ça, versus trouver, la dernière, méthode magique ou la pilule magique où j'ai juste à la prendre une fois et tout va mieux. On rêve tous de ça, hein, moi inclus, hein. J'adorerais qu'il y ait, une espèce de pilule magique, on la prend, c'est bon, on n'a plus de syndrome de l'intestin irritable, on n'a plus de troubles digestifs. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se joue et effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment les petites habitudes du quotidien qui peuvent tout changer. Mais il y a une grosse différence entre le savoir et l'appliquer.
Il y a beaucoup de choses qu'on sait, mais qu'on n'applique pas forcément, et je m'inclus dedans, hein. Enfin vraiment, il y a plein de choses encore aujourd'hui où je me dis: «Ah ça, ce serait bien que je le fasse» et je le fais pourtant pas alors que je sais que ça me ferait du bien. Donc on est tous concernés par ça, mais c'est vrai que, bah, des fois, juste d'appliquer les choses, ça peut faire quand même une énorme différence. Alors, c'est ça, c'est pour ça que l'industrie du développement personnel vend les mêmes bouquins année après année, puis qu'on lit 8 fois un bouquin sur le Exactement, lâcher prise ou sur je sais pas quoi. C'est juste qu'en fait, ça sert à rien tant qu'on l'applique pas. c'est Donc, ça. c'est la grosse difficulté. Et c'est vrai que la Ouais. plupart des conseils, finalement, on pourrait les mettre sur un post-it, mais c'est dans l'application que ça se joue. Ouais, ouais, c'est clair et c'est pas toujours facile, hein, on le sait, enfin voilà, on est tous humains, mais bon, c'est bien de se le rappeler des fois aussi. De ton expérience, c'est quoi les choses qui amènent, enfin justement les changements qui amènent le plus de modifications ou de résultats? Hem, Bah, déjà, vraiment la mastication, hein, on a beau dire, on va revenir dessus, mais vraiment ça peut tout changer. Toutes les personnes à qui je l'ai vraiment, fait expérimenter, de prendre le temps de bien mâcher son repas, toutes, elles me disent: «C'est vrai que je me sens plus léger ou plus légère après mon repas, je sens que je digère mieux, je suis moins ballonnée dans les heures qui suivent» et cetera. Donc ça, bah, voilà, on a beau dire, c'est vraiment le truc hyper, important, qui est pas toujours facile à appliquer parce que, ben, souvent on mange, on n'est pas forcément tout seul, donc si on parle en même temps qu'on mange, on est moins concentré sur, le fait de mâcher ses aliments et c'est OK aussi, hein, l'aspect social est aussi très, très important. Mais voilà, déjà rien que ça, c'est quand même un point qui est vraiment super, super important et «facile» entre guillemets à appliquer. Et après, je dirais que ça va vraiment dépendre de la personne, mais globalement, si je faisais un peu effectivement, si on prend un post-it et je note un peu toutes les choses qui ont le plus d'impact, souvent il y a, reprendre ou remettre un peu de l'activité physique. Ça, c'est vraiment un truc qui est un peu, sous-estimé, mais en fait, ça joue énormément à la fois sur le niveau de stress, donc forcément sur, le système digestif. Notre petit microbiote, il adore aussi quand on fait un petit peu de sport, quand on s'active. Ça joue sur, la mobilité aussi des organes et cetera. Enfin vraiment, c'est l'activité physique, ça sert à peu près à tout et ça, c'est vrai que c'est un truc qui est un peu sous-estimé et aussi aujourd'hui, beaucoup de personnes manquent, d'activité physique, hein, parce qu'on a souvent des boulots assez sédentaires donc pour la plupart, voilà, c'est quand même le cas. Donc il y a je dirais qu'il y a un peu ça et d'une manière générale, moi, souvent, ce que je vois quand même dans les personnes que j'ai accompagnées sur ça, un peu le meilleur conseil que j'aurais pu leur donner, c'est de ralentir le rythme. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés où parfois on marche un peu sur la tête, où on passe notre temps à courir après le temps, après notre to-do list, après des objectifs, après des contraintes. On a tous plein de choses à faire, on est tous très pressés. Sauf que ça, c'est pas très physiologique, c'est pas très, très bon pour la santé, que ce soit la santé, mentale ou la santé physique et moi, vraiment, il y a certaines personnes en consultation où je leur disais: «Mais en fait, vraiment, est-ce que vous pensez que ce serait possible de ralentir un petit peu le rythme?» Et j'ai essayé de travailler avec elles, hein. Je suis pas là en donneuse de leçons à dire, «Oh là là, il faut faire ça». On essayait vraiment d'essayer de trouver comment elles pouvaient un peu ralentir le rythme de leur journée et d'être moins dans cette course, effrénée. Parce que, bah, il y a déjà, voilà, déjà rien que ça fait énormément de bien à tous les niveaux. Et sans aller dans les extrêmes non plus, hein. Il ne s'agit pas non plus d'aller vivre dans une grotte, au fin fond du Larzac, par exemple. Il s'agit juste de ralentir un petit peu le rythme, d'avoir un petit peu plus de moments de flottement dans sa journée, un peu plus d'être moins dans la course, en fait, de se demander qu'est-ce qui est vraiment prioritaire et qu'est-ce que je peux enlever. Et je sais que c'est un conseil qui est pas ordinaire et parfois on peut se dire: «Ouais, OK», mais et en fait, ça peut vraiment, vraiment changer, beaucoup de choses parce que, bah, peut-être qu'aussi on va mieux dormir, on va être un petit peu moins stressé, on va être un petit peu plus cool, on va peut-être prendre le temps de lever le nez, de regarder un peu, le ciel, de se balader un peu, dans la nature, des trucs comme ça. Hem Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées aussi à notre état de stress, hein, on va pas se mentir, hein. Le stress, il est tout à fait nécessaire, mais en même temps, c'est un peu enfin, dans certains cas, pour notre survie. Mais aujourd'hui, c'est un peu le mal du siècle parce qu'on est un peu trop soumis à trop de stress, beaucoup de stress qui sont pas forcément utiles pour notre survie, en tout cas. Et en fait, ça impacte tout. En fait, notre corps, il est pas fait pour vivre dans cet environnement un peu trop stressé.
Donc souvent, moi, je travaille un peu enfin beaucoup sur ça et je dirais aussi, bien sûr, l'alimentation, mais souvent, c'est pas le truc qui revient en premier. Parce que moi, les personnes que j'ai eues souvent en consultation, elles mangeaient hyper bien. Donc elles me disaient: «Je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps mal au ventre alors que je mange super bien». Donc le problème, là, en l'occurrence, c'était pas leur alimentation. Bien sûr que quelqu'un qui a une alimentation ultra transformée, qui mange que des plats, vraiment très transformés, que du fast-food et cetera, on va travailler sur ça, bien sûr. Mais je sais qu'il y a aussi une grande majorité de personnes qui mangent bien, honnêtement, et qui ont toujours des problèmes. Donc là, on va aller travailler sur autre chose, effectivement, le stress, l'activité physique et pourquoi pas aussi, moi, ce que j'aime faire, c'est proposer quand c'est possible des analyses complémentaires pour justement aller voir est-ce que derrière il y aurait pas, une dysbiose, bon ça en général c'est quasiment toujours le cas, une candidose, un SIBO, une hypochlorhydrie, donc un manque d'acidité de l'estomac. Voilà, aujourd'hui on peut faire un peu des analyses complémentaires pour, aller voir un petit peu, derrière, est-ce qu'il y a des choses qui se cachent et sur lesquelles pour lesquelles, voilà, il faut s'en occuper parce que sinon, ben, on va un peu, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau où il y aura moins de résultats. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, mais ça dépend vraiment de la personne. Mais si je devais résumer pour notre petit post-it, je dirais, plus d'activité physique, moins de stress dans le sens ralentir le rythme, peut-être des analyses complémentaires pour aller creuser et tu vois, je mettrais en dernier l'alimentation parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui, en tout cas, s'intéressent à tout ça, au syndrome de l'intestin irritable et cetera, souvent, elles ont quand même une alimentation qui est déjà plutôt bien. Il y a toujours des ajustements à faire, mais c'est pas forcément sur ça qu'il faut se concentrer, parce que parfois on perd du temps justement en se concentrant que sur l'alimentation et en se disant: «Mais je comprends pas, j'ai beau tout bien faire au niveau alimentaire, ça marche pas». Il faut parfois aller creuser ailleurs. Ah, je trouve hyper intéressant en effet comme tu le formules, dans l'ordre dans lequel tu le formules. Hem, Moi, c'est quelque chose, enfin, je le prends aussi comme ça parce que, maintenant que j'ai une formation de nutrition, il y a des gens, moi, j'aimerais faire vraiment de la psychonutrition. Donc Mmh. plutôt des gens qui viennent pour des trucs plutôt psy, mais inclure la nutrition là-dedans. Mais j'ai quand même des gens qui viennent des fois pour des pertes de poids, ce qui est pas forcément le truc, où j'ai envie de me spécialiser et quand je le fais, en fait, je travaille très peu sur l'alimentation. On va vraiment sur des bases, comme tu disais, l'activité sportive, le sommeil, le stress et puis après, il y a des petites modifications des fois qu'on fait, mais en fait, je ne vais pas passer mon temps à faire des plans alimentaires parce que la C'est plupart ça. des gens savent, bon, quoique, mais ont quand même une petite idée de ce qu'il faudrait manger Mmh. et c'est souvent pas ça le problème. Mais je trouve intéressant aussi ce que tu dis par rapport au stress parce que, enfin, on blâme notre société pour ça, mais enfin, faut qu'on arrête aussi de se prendre pour des ingénieurs de la NASA. Tout le monde est Exactement. stressé de fou alors que, enfin, en fait, on s'est inventé aussi, on met beaucoup d'importance sur des trucs qui en ont très peu, j'ai l'impression. Exactement. Donc, Moi, je dis souvent, enfin, je dis souvent: «On sauve pas des vies», sauf certaines rares personnes qui sauvent des vies, genre des chirurgiens cardiaques ou effectivement des gens qui ont des métiers où littéralement ils sauvent des vies. Mais à notre échelle, voilà, des fois, j'aime bien remettre un peu ça dans le contexte et dire, en fait, on ne sauve pas des vies et comme tu dis, des fois, on attache de l'importance à des choses et si on prend un pas de côté, on peut se dire: «Mais en fait, ça, c'était pas si important et pourquoi est-ce que je me suis autant pris la tête pour ça?» et peut-être qu'on peut s'alléger de certaines choses et lâcher prise, en fait, effectivement et ça fait du bien, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais mais ouais, non, je te rejoins. et c'est le gros défi, c'est souvent on se dit: «Ah, j'aimerais que le symptôme change, mais sans que je change finalement les causes». Alors ça, c'est Exactement. le gros travail de, comment dire, pour convaincre en fait les gens qui viennent nous voir que voilà, Oui. si, moi je dis toujours, si on met les mêmes ingrédients, la soupe elle aura toujours le même goût. Donc C'est une belle c'est métaphore, j'aime c'est bien. la grosse, le gros travail je trouve en tant que professionnel là-dedans. Mmh mh. Tu parlais avant des probiotiques. Parce que ça peut être un peu à double tranchant, les probiotiques, en fonction de justement la problématique. Il me semble, par exemple, s'il y a un SIBO, c'est pas du tout une bonne idée d'aller mettre des probiotiques. Exactement, ouais. Euh, Comment on sait que ça peut être intéressant d'aller là-dessus? Bah, c'est vrai que les probiotiques, c'est un peu la nouvelle mode, j'ai envie de dire. À la fois, c'est très bien parce qu'effectivement, les probiotiques, ils peuvent être intéressants à plein de niveaux, mais à la fois, il faut pas non plus s'emballer. C'est pas forcément la solution miracle
Et surtout, c'est pas forcément la première chose à faire, en première intention. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, s'il y a présence, d'un SIBO, si on met des probiotiques dessus, c'est-à-dire si on met des bactéries sur déjà des bactéries qui sont en trop grand nombre, ça peut être un peu explosif. Alors c'est pas dangereux au point où la vie de la personne sera en jeu, hein, sinon les probiotiques seraient pas vendus en libre service comme ça en pharmacie. Mais ça peut fortement aggraver les symptômes de la personne et être vraiment très inconfortable et aggraver effectivement, le trouble. Et surtout, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance un peu à traiter les probiotiques comme, la fameuse pilule magique. On se dit: «Ah, beh, il suffit que je prenne un bon probiotique et tout ira mieux. J'ai rien à changer dans, mon alimentation, mon hygiène de vie. Je vais juste prendre un bon probiotique, les petites bactéries contenues dans le probiotique vont aller, remettre de l'ordre dans tout ça et tout ira mieux». Bon, bah, spoiler alerte, c'est rarement le cas, hein. En général, il y a beaucoup de choses à faire, soit avant, soit en complément, si on souhaite prendre, un probiotique. Et du coup, moi, je conseille pas aux personnes d'aller, dans leur pharmacie et de dire: «Bah, je voudrais un probiotique». Je pense qu'il faut être vraiment accompagné pour ça. Déjà voir si c'est pertinent pour vous, quel type de probiotique, parce qu'il en existe beaucoup aujourd'hui. Il y en a qui vont être plus, intéressants, avec des souches bactériennes qui vont être plus intéressantes en cas, par exemple, de diarrhée, d'autres qui vont être plus intéressantes en cas de constipation, d'autres qui vont être plus intéressants après un traitement médicamenteux, par exemple après un traitement antibiotique. Il y a des souches qui sont intéressantes pour limiter un peu la casse effectivement et remettre un petit peu, le microbiote, au bon niveau. Il y a aussi des souches qu'on appelle des psychobiotiques, donc des souches de bactéries qui vont effectivement venir, jouer sur, la santé mentale, voilà, au sens large. Alors c'est encore un peu à l'état de j'ai l'impression que ça tâtonne encore un peu sur tout ça, mais on en entend de plus en plus parler. Déjà, il faut savoir tout ça, mais surtout, il faut savoir est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre un probiotique? Parce qu'il y a plein d'autres choses à faire en amont. Déjà, voir au niveau de son alimentation, parce que des probiotiques, souvent, on pense à les prendre en gélule, mais il y en a aussi déjà beaucoup dans l'alimentation, dans tous les aliments fermentés, donc que ce soit les boissons type, kéfir, kombucha, dans les aliments fermentés comme, le kimchi, le miso, la choucroute, et cetera. Il en existe, beaucoup. Donc déjà, à voir si on peut, en mettre dans son quotidien, c'est déjà pas mal. En y allant doucement, parce que si on n'a pas l'habitude et qu'on commence à intégrer trop d'aliments fermentés, ça va être un petit peu explosif aussi. Donc, il faut vraiment y aller doucement pour laisser le temps, au système digestif et au microbiote, de s'habituer. Et aussi, bah, voir effectivement, tout le reste un peu de l'hygiène de vie et de voir est-ce que, ça peut être, intéressant, ou pas. Donc c'est pour ça que voilà, les probiotiques, oui, mais souvent je dis plus ça. Oui, mais oui, ça peut être très intéressant, mais à voir dans quelles circonstances, quelle souche de probiotiques on va privilégier, quelle quantité aussi, parce que voilà, il en existe, beaucoup, beaucoup aujourd'hui et voir tout ce qu'on peut faire, en complément. Laissez-moi interrompre quelques instants cet épisode pour vous parler du sponsor. Le sponsor de cet épisode, c'est la marque de compléments NutriPure. C'est des compléments alimentaires qui viennent d'une marque française. Ça faisait des mois que je cherchais la bonne marque de compléments à recommander dans mes consultations parce que la micronutrition, elle est essentielle à la santé physique comme mentale et c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup. Et puis je suis finalement tombé sur la marque NutriPure avec laquelle j'ai fait un partenariat. Cette marque, eh bien, elle est française, elle utilise un maximum d'ingrédients français. Alors, tous les ingrédients dans les compléments ne viennent pas de France. Pour ce qui est de la partie non complément, parce qu'il y a une partie petit déjeuner, etc., avec une pâte à tartiner notamment qui est incroyable et vraiment au niveau de la composition qui est riche en protéines sans sucre ajouté. Moi, c'est mon petit favori. Au niveau complément, moi j'utilise beaucoup de leurs produits, les oméga 3, le magnésium, la vitamine D, ça vous m'entendez souvent en parler, c'est la trinité des compléments alimentaires au niveau santé mentale. Et ils ont un tas d'autres produits que moi je vous recommande. Et si vous voulez bénéficier d'un rabais de 10%, vous pouvez utiliser le code BORLO, donc mon nom de famille, lorsque vous ouvrez un compte sur NutriPure et vous bénéficierez de ce rabais. Oui, parce que c'est. Enfin, si je reste dans la métaphore, c'est vrai que si on amène des bonnes bactéries, mais qu'elles arrivent dans un terrain complètement miné, il n'y a pas d'endroit pour vivre, et puis on leur donne Exactement, pas de nourriture, ben c'est très bien, elles vont faire leur petite vie quelque temps, mais elles vont vite partir. Donc c'est c'est ça, vrai qu'il y a le côté aussi d'avoir une alimentation avec des fibres en suffisance pour qu'elles tout à puissent se fait. nourrir. Puis ça, pareil que pour les produits fermentés.
si on n'a jamais mangé suffisamment de fibres, tout d'un coup on se dit ok, je vais prendre les choses en main, j'y vais, je me fais des assiettes énormes d'épinards et puis de la choucroute. Ouais. En fait, en effet, ça va être décourageant parce que ça va Non, être oui. pire qu'avant, quoi. C'est ça, c'est ça. Il faut vraiment y aller progressivement comme pour tout, hein. C'est comme pour le sport, par exemple. Je vais pas, demain aller courir un marathon si j'ai jamais couru de ma vie. C'est pas possible, en fait. Mon corps, il va juste pas comprendre et ça va très, très mal se passer. Bah, c'est un peu pareil, comme pour les produits, les probiotiques naturels, on va dire, de l'alimentation et les fibres. Il faut y aller doucement. Si on n'a pas du tout l'habitude, on y va doucement, on laisse le temps à notre corps de s'habituer et après, voilà, ça se passera bien. Si en revanche, on sent que dès qu'on mange des fibres ou qu'on mange des probiotiques naturels, ça passe pas du tout, même en toute petite quantité, et que vraiment ça ballonne, c'est catastrophique. Il faut pas hésiter à aller consulter effectivement, parce que là, c'est peut-être qu'il y a vraiment un gros déséquilibre qui va nécessiter autre chose en plus d'apporter des fibres et des probiotiques, hein. Moi, je recommande souvent aux gens de pas non plus rester trop tout seul avec leurs symptômes, parce que parfois, effectivement, on essaye des trucs, mais en plus, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, parfois on essaye trop de trucs en même temps. Du coup, en fait, il y a peut-être un truc qui nous fait du bien et un truc qui, au contraire, nous fait pas du bien. Donc, tout mélanger, on ne sait plus qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui nous va pas. Il ne faut pas hésiter aussi à aller consulter quelqu'un pour se faire accompagner pour tout ça et y voir un peu plus clair aussi. Ça aide. Oui, parce qu'il peut y avoir, c'est vrai que ça peut être très dur comme parcours et moi, je peux le constater, mais je le vois aussi personnellement. C'est en écoutant ton podcast, ça m'a un peu, je me suis un peu révolté par rapport à comment j'ai été pris en charge au niveau gastro. Moi, j'ai eu ma rectocolite, c'est venu assez de manière fulgurante, donc en gros en 2 semaines, voilà, j'ai perdu 10 kilos en 3-4 semaines. Wow. J'ai été hospitalisé, puis voilà, alors, après coup, il y a tout le monde qui me disait leurs conseils, que ce soit de naturopathie ou de X autres thérapies. Ouais. Ils me disaient, ah, t'aurais dû, mais j'étais là, ouais, bon, quand on va aux toilettes 25 fois par jour et qu'on pisse du sang, euh, on n'est pas prêt à aller dans un long périple comme ça. Bref, Non. je me suis Ouais. retrouvé sous médication, je suis toujours avec des immunosuppresseurs, mais en t'écoutant notamment et en écoutant d'autres choses, je me disais, mais en fait, ouais, il n'y a pas eu de... On me disait que c'était multifactoriel, ce qui veut tout et rien dire, mais j'ai pas l'impression qu'on ait été investiguer tous les facteurs finalement. Mm. Tous les tests, tu vois, dont tu parlais, je crois pas que ce soit quelque chose qui a été fait. Et ça peut être des parcours qui peuvent être compliqués parce qu'en fait, il y a plein de choses à investiguer, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. En fonction de qui nous accompagne, on n'aura pas les mêmes théories. Ouais. J'entends beaucoup de gens où voilà, on me disait voilà, faut arrêter complètement le gluten, complètement le lactose, on arrête tout, sans vraiment savoir si c'était un truc qui me posait problème ou pas. Mhm. Toi, j'ai vu que tu avais une vision un peu plus modérée là-dessus, il me semble, de ce que j'ai Ouais, non, compris. effectivement, il y a. En fait, c'est un peu. Je comprends les personnes qui parfois viennent me voir et me disent, en fait, je ne sais plus, j'entends tout et n'importe quoi sur Internet ou même auprès des thérapeutes qu'ils consultent. Et les gens sont perdus. Ce que je comprends complètement parce que moi-même, qui me forme beaucoup à tout ça, parfois je suis perdue aussi parce que j'entends tout et son contraire, en fait. Et je me dis, bah attendez, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la vérité? Et la bonne réponse, c'est qu'effectivement, il n'y a pas une vérité universelle qui irait à tout le monde. Moi, j'adorerais, parce que j'adore quand les choses sont bien carrées, que A plus B égale C, ou voilà, que. Mais c'est pas le cas parce qu'on est humain, on est tous différents. Il y a tellement de facteurs qui entrent en jeu. Il y a la génétique, il y a notre environnement, il y a plein, plein de choses qui entrent en jeu. Donc, effectivement, par rapport au gluten ou aux produits laitiers, moi, je ne suis pas catégorique. Il y a des personnes chez qui, effectivement, c'est intéressant de les arrêter complètement, au moins de faire le test et de voir, en fait, de tester, d'arrêter pendant, allez, 4 à 6 mois, on va dire, idéalement, et de voir est-ce qu'on se sent mieux ou pas. Si on ne se sent pas mieux, bah, alors c'est que le problème ne venait pas forcément de là. Bien sûr, en faisant d'autres analyses complémentaires, hein, parce que c'est rarement un seul facteur. Mais c'est vrai que il y a des personnes chez qui elles pourront continuer à en consommer, alors d'une manière différente, parce que tout ce qui est gluten et produits laitiers modernes, c'est pas idéal pour la santé, on va pas se mentir, c'est des produits qui aujourd'hui sont ultra transformés. Alors que si on revient à des formes un petit peu plus ancestrales, entre guillemets, en tout cas des choses un peu moins transformées, comme on arrive encore à en trouver, là, ça pourrait être tout à fait bon pour la santé. Donc effectivement,
Et je comprends que ce soit perturbant pour les gens aussi et c'est aussi pour ça, je pense que la médecine aujourd'hui ne va pas, creuser tout ça. Déjà parce que les médecins n'ont pas le temps. Honnêtement, les médecins, les consultations, elles sont assez courtes, souvent ils sont débordés, enfin donc ils font effectivement comme ils peuvent et puis aussi, bah, durant les études de médecine, on parle très, très peu de nutrition. Je crois que c'est une demi-journée sur, 7 années de médecine, un truc comme ça. Donc bah, en fait, ils peuvent pas tout faire, ils peuvent pas être partout et c'est pour ça que c'est important aussi d'être accompagné par différentes personnes sans non plus trop s'éparpiller et s'épuiser, voilà, il faut quand même rester un peu ciblé. Mais voilà, en fait, tout dépend de la personne. C'est vraiment l'individualisation qui est vraiment le maître mot en naturopathie et dans beaucoup de disciplines. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye toujours de rester un peu mesurée sur ce que je dis parce qu'en fait, chaque personne est vraiment différente donc Oui, il puis faut l'état de adapter. la recherche aussi, et finalement en nutrition, il y a plein de choses où c'est pas encore tellement validé que ça. Enfin, puis ça Ouais. évolue. Euh, mais c'est vrai que bah, tu vois, rien en t'entendant parler, on voit à quel point le processus peut être long. Parce que si on est dans une enquête, on dit OK, peut-être c'est le gluten. Alors on arrête le gluten 4 à 6 mois. Mmh. Puis après ça, on va se dire OK, peut-être c'est pas ça, bah, peut-être c'est le lactose. Puis on doit attendre. Puis après, Mmh. c'est peut-être des probiotiques. Les probiotiques, il faut au minimum 6 semaines. Ouais. Donc, on voit, c'est vrai que ça peut être un parcours un peu du combattant Mmh. qui vaut la peine, hein, mais qui peut, enfin, ça demande du courage avant de se lancer là-dedans, ouais. Ouais et vraiment, c'est pour ça que je conseille d'être accompagnée parce que, moi-même, hein, j'ai testé beaucoup de choses, avant de me former à tout ça, par moi-même et finalement, j'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'espoir aussi parce que j'avais beau tester des trucs, il y a des trucs qui fonctionnaient, d'autres pas vraiment. J'avançais un peu à l'aveugle parce que je savais pas trop ce que je faisais, mais j'avais vu une vidéo sur ça, donc je me disais: «Bon, bah, je vais essayer ça» et c'est vrai qu'au final, c'est hyper décourageant. Donc au moins de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît un peu tout ça et qui peut, nous donner un peu des pistes pertinentes, c'est déjà pas mal, même si bien sûr, effectivement, après les tests seront à faire, par nous-mêmes. Il faut aussi faire confiance à ses ressentis et effectivement, ça peut être très long, surtout quand c'est des choses qui sont là depuis longtemps, hein. Quand c'est, des choses qui sont là depuis l'enfance, on va pas se mentir, ça va pas se régler en une semaine, hein. Souvent, c'est un peu des choses où, bah, parfois, il faut entre guillemets «apprendre à vivre avec». Par contre, on peut beaucoup mieux vivre avec, c'est-à-dire qu'on peut vraiment limiter les symptômes. Mais souvent, quand il y a une dysfonction qui est là depuis très jeune, ou qui est arrivée d'un coup parce qu'il y a eu un facteur qui a fait que ça arrive, mais que vraiment ça s'installe, bah, souvent c'est des choses avec lesquelles, on apprend à vivre et des fois, moi j'essaye un peu, c'est pas toujours facile parce que étant moi-même concernée, je sais qu'il y a des moments où des fois on est un peu découragé et on se dit: «Mais quand même, est-ce que je vais vraiment trouver une solution où tout ira mieux à 100 La réponse en général est non, pas à 100. Mais parfois, j'essaie de me dire que c'est presque un peu une chance parce que ça me permet de pas faire n'importe quoi avec ma santé. C'est un peu un garde-fou. C'est-à-dire que si je commence à faire n'importe quoi au niveau hygiène de vie, au niveau alimentation, je suis très vite rappelée à l'ordre et en général, les symptômes reviennent. Donc, c'est aussi un bon rappel de me dire, bah non, en fait, il faut que tu prennes soin de toi parce que bah, déjà, d'une part, tu as des symptômes, mais si tu as des symptômes, en fait, c'est juste que bah, tu fais pas forcément ce qu'il faut. Et je dis ça. Sans, culpabiliser les gens, hein, parce que c'est pas parce que vous avez des symptômes que vous faites les choses mal, hein. Je parle plus de quand on arrive à une situation où les choses sont à peu près, remises dans l'ordre. Mais effectivement, bah, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, presque toute sa vie, selon les cas. Et donc effectivement, bah, ça nous rappelle que, notre santé, elle est importante et que dès qu'on dévie un petit peu, de notre routine qui nous convient bien, bah, parfois on a des symptômes qui reviennent et tant mieux parce qu'il y a des personnes qui peuvent dévier de leur, routine d'hygiène de vie pendant des années sans rien et puis d'un coup, elles se prennent une grosse maladie, un truc vraiment grave parce qu'il y a pas eu de signaux d'alerte avant. Donc voilà, moi j'essaye de voir les choses comme ça. C'est pas toujours, facile tous les jours et quand je l'explique à mes clients, ils sont d'accord avec moi même si, bah, au quotidien, des fois, c'est beaucoup plus pesant que ça. Mais voilà, j'essaye de le voir un peu sur une note positive. Ouais, j'aime bien que tu termines un petit peu sur une note positive, parce que je vois que l'heure tourne. Je trouve bien qu'on termine peut-être là-dessus, mais avant qu'on arrête cette interview, je voulais te demander qu'est-ce que je peux te souhaiter pour, bah là, en arrivant en fin d'année, qu'est-ce que je peux te souhaiter peut-être pour 2025? Hem Bah, justement, si on reste, un peu sur ce thème de la santé, je dirais de, mmh,
de garder un peu cet équilibre et cette hygiène de vie et en tout cas de rester à l'écoute des signaux de mon corps. Parce qu'en général, quand le corps s'exprime, c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, hein, mais ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Donc, bah, d'essayer d'appliquer un petit peu justement toutes les bonnes choses que je connais, de pas rester juste dans le «je le sais», mais de vraiment l'appliquer comme on l'a dit un peu au début, il y a une différence entre les 2. Mais voilà, de trouver cet équilibre en fait, c'est un peu ce que je me souhaite et ce que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver l'équilibre qui vous va bien à vous, dans lequel vous vous sentez bien, dans lequel vous avez un peu vos petites habitudes qui vous font du bien et d'essayer de voilà, de rester sur cet équilibre et de savoir quoi faire quand il y a des périodes de déséquilibre. Parce qu'il y en aura forcément, hein, la vie n'est pas linéaire. Donc de savoir aussi quoi faire pour, bah, rattraper quand il y a des périodes un petit peu plus compliquées, d'avoir un peu ces petits outils et pour remettre tout ça, en ordre le plus possible. Bah, écoute, je te souhaite ça, de continuer de voir ça comme un chemin, en effet, que c'est jamais un truc qui est figé comme ça dans la pierre, que c'est quelque chose où il y a des périodes où on y arrive moins bien, mais de toujours garder ça en tête puis faire de son mieux pour ça. Je Mmh. te le souhaite vraiment. Merci. En tout cas, merci pour aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui aimeraient travailler avec toi, donc tu m'as dit que tu faisais plus de consultations, tu te focalises plutôt sur la formation. S'il y a des gens qui veulent rejoindre tes formations, je mettrai toutes tes infos dans les infos du podcast. Il y aura, j'imagine, tes réseaux sociaux, ton podcast, les plateformes de formation. Et puis, en tout cas, merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'était un Mais avec plaisir de grand pouvoir plaisir. parler de ça. Et puis, au plaisir de réitérer l'expérience. Merci beaucoup à toi.